Imagine des millions de personnes qui pensent chaque jour prendre soin de leur animal, alors qu'elles lui font peut-être du mal sans le savoir. Bonjour, vous êtes sur la chaîne Certitude. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement. Commençons. Première erreur, donner du lait à un chat. C'est l'une des images les plus ancrées dans notre culture. Un chat ronronnant devant un bol de lait frais. Cette image est partout, dans les films, les dessins animés, les publicités. Elle semble naturelle, presque évidente. Et pourtant, c'est l'une des choses les plus nuisibles que vous puissiez faire à votre félin. La grande majorité des chats adultes sont en réalité intolérants au lactose. Cela signifie que leur organisme ne produit plus suffisamment de lactase, l'enzyme nécessaire pour digérer le sucre contenu dans le lait. Les chatons, eux, peuvent digérer le lait de leur mère grâce à cette enzyme. Mais une fois sevré, leur corps réduit progressivement sa production. Résultat, un chat adulte qui boit du lait de vache risque des troubles digestifs, des diarrhées, des crampes abdominales, voire une déshydratation. Ce qui semble être une attention douce et affectueuse devient en réalité une source d'inconfort réel pour l'animal. Et pourtant, l'image persiste. Elle s'est transmise de génération en génération, renforcée par la fiction et la tradition populaire. Des vétérinaires du monde entier passent une partie de leur consultation à expliquer aux propriétaires que leur chat n'a pas besoin de lait et que l'eau fraîche est bien suffisante. Mais le mythe est tenace. Et chaque jour, des millions de chats reçoivent un bol de quelque chose qui va les faire souffrir quelques heures plus tard. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième erreur, laisser son chien manger du raisin ou des raisins secs. Le raisin est un aliment que beaucoup de propriétaires donnent sans réfléchir. C'est naturel, c'est un fruit, ça semble inoffensif. Certaines personnes le donnent même comme récompense, pensant que c'est plus sain que les friandises industrielles. Or, le raisin, frais comme sec, est l'un des aliments les plus toxiques pour les chiens. Ce qui est particulièrement troublant dans ce cas, c'est que les scientifiques ne comprennent toujours pas exactement quel composant est responsable de la toxicité. Pendant des années, les chercheurs ont cherché l'agent causal. On a d'abord suspecté les pesticides, puis les tanins, puis les acides tartriques et maliques. Récemment, une hypothèse plus solide a émergé. Il s'agirait de l'acide tartrique, présent en grande quantité dans le raisin. Mais rien n'est encore officiellement confirmé. Ce qui est confirmé en revanche, c'est le résultat. L'ingestion de raisin peut provoquer une insuffisance rénale aiguë chez le chien. Et ce qui rend la situation encore plus imprévisible, c'est que les réactions varient énormément d'un individu à l'autre. Certains chiens ingèrent une grande quantité de raisin sans apparente conséquence. D'autres développent une défaillance rénale grave après avoir mangé seulement quelques grains. Il n'existe pas de dose seuil connue, pas de règle claire. Ce flou scientifique rend la situation particulièrement dangereuse, car certains propriétaires, ayant donné du raisin à leur chien une fois sans problème, en concluent que c'est sans danger. C'est une erreur qui peut coûter la vie de l'animal. Voici un détail important. Troisième erreur, baigner son chat trop fréquemment. Les chats sont des animaux qui se toilettent eux-mêmes avec une efficacité remarquable. Leur salive contient des enzymes qui nettoient et déodorisent leur pelage. Ils passent une grande partie de leur temps éveillés à se lécher, à s'entretenir, à maintenir une hygiène irréprochable. Or, de nombreux propriétaires, par souci de propreté ou d'odeur, donnent des bains réguliers à leurs chats. Certains le font chaque semaine. Cela leur semble logique. Et pourtant, c'est une erreur significative. La peau d'un chat est recouverte d'huile naturelle qui protège le pelage et maintient l'équilibre de la peau. Un bain, surtout avec du shampoing, élimine ces huiles protectrices. Si les bains sont trop fréquents, la peau se dessèche, devient irritée et le chat peut développer des démangeaisons, des pellicules ou des problèmes dermatologiques. En outre, le stress lié au bain lui-même est souvent sous-estimé. Pour la plupart des chats, l'immersion dans l'eau est une expérience profondément stressante. Elle élève leur niveau de cortisol, crée une anxiété réelle et peut même affecter leur comportement sur les heures ou jours qui suivent. Un chat qui a été baigné plusieurs fois peut devenir plus nerveux, plus agressif ou plus distant. Et voici ce qui est surprenant. Quatrième erreur, donner de l'ibuprofène ou du paracétamol à un animal malade. C'est une erreur qui semble absurde, jusqu'à ce qu'on réalise à quelle fréquence elle se produit. Un propriétaire voit son chien ou son chat souffrir. Il a mal au cœur de le regarder. Il n'a pas de médicament vétérinaire sous la main. Et là, une pensée lui traverse l'esprit. Ce qui fonctionne pour moi peut peut-être soulager mon animal. C'est une pensée compréhensible.
Mais c'est une erreur potentiellement mortelle. L'ibuprofène, commun dans tous les foyers, est extrêmement toxique pour les chiens et les chats. Il peut provoquer des ulcères gastriques, une insuffisance rénale et des convulsions. Quant au paracétamol, il est particulièrement dévastateur pour les chats. Leur foie est incapable de métaboliser cette molécule. Une seule dose de paracétamol peut tuer un chat en quelques heures. Les symptômes sont terribles. Difficulté à respirer, gonflement du visage, changement de couleur des gencives, puis effondrement rapide des fonctions vitales. Des vétérinaires d'urgence rapportent régulièrement des cas de chats amenés en état critique après que leurs propriétaires, avec les meilleures intentions du monde, leur ont donné de l'aspirine ou du paracétamol. L'ignorance dans ce cas est vraiment dangereuse. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 5e erreur, ne jamais brosser les dents de son animal. La santé dentaire des animaux de compagnie est l'un des sujets les plus ignorés par les propriétaires. Pourtant, les statistiques sont frappantes. Selon certaines études vétérinaires, environ 80% des chiens et 70% des chats présentent des signes de maladie parodontale avant l'âge de 3 ans. 3 ans, c'est très tôt. Et cette maladie ne reste pas confinée à la bouche. Les bactéries présentes dans les gencives infectées peuvent passer dans le flux sanguin et affecter le cœur, les reins et le foie. Un animal qui souffre de problèmes dentaires chroniques vit une douleur constante, mange difficilement et voit sa durée de vie potentiellement réduite. La cause principale de ce problème, c'est l'alimentation moderne combinée à l'absence de soins dentaires. Dans la nature, les animaux carnivores nettoient naturellement leurs dents en mastiquant des os et des proies. Les croquettes industrielles ne remplissent pas ce rôle de la même manière. Et rares sont les propriétaires qui brossent régulièrement les dents de leur animal. La raison est simple. C'est difficile, l'animal résiste, et beaucoup de gens ne savent tout simplement pas que c'est nécessaire. Mais cette ignorance a des conséquences réelles, mesurables, sur la santé et le bien-être de l'animal. Et ce n'est pas tout. 6e erreur, utiliser des huiles essentielles près des animaux. L'aromathérapie est à la mode. Des millions de personnes diffusent des huiles essentielles chez elles pour se relaxer, purifier l'air ou créer une atmosphère agréable. Ce qui est souvent ignoré, c'est que certaines de ces huiles sont hautement toxiques pour les animaux domestiques. Les chats sont particulièrement vulnérables. Leur foie manque d'une enzyme spécifique, la glucuronyltransférase, qui leur permettrait de métaboliser certains composés présents dans les huiles essentielles. Des huiles aussi courantes que la titri, la lavande, la menthe poivrée, l'eucalyptus ou les agrumes peuvent provoquer des tremblements, des vomissements, des difficultés respiratoires, voire une détresse neurologique sévère chez un chat exposé. Ce qui est particulièrement insidieux, c'est que l'exposition peut être indirecte. Un diffuseur d'huiles essentielles dans une pièce fermée expose l'animal à des concentrations importantes de molécules volatiles. Le chat n'a pas besoin d'ingérer l'huile pour être affecté. Il suffit qu'il respire l'air de la pièce pendant plusieurs heures. Des cas de chats développant des symptômes neurologiques graves ont été documentés par des vétérinaires sans que les propriétaires aient initialement fait le lien avec leur diffuseur d'aromathérapie. C'est une cause cachée, silencieuse, que beaucoup de gens ne soupçonnent jamais. Et c'est ici que cela devient vraiment étrange. 7e erreur, nourrir son poisson rouge dans un petit bocal. Le bocal à poisson rouge est une image classique. On l'offre aux enfants comme premier animal de compagnie. Il semble pratique, peu encombrant, facile à entretenir. Mais cette tradition est, selon la majorité des spécialistes de l'aquariophilie, l'une des formes les plus répandues de cruauté involontaire envers un animal. Le poisson rouge, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas fait pour vivre dans un petit bocal. Dans des conditions appropriées, un poisson rouge peut vivre 20 ans, parfois plus. Il peut atteindre 30 cm ou davantage. Il a besoin d'espace, de filtration, d'oxygénation et d'un environnement stable. Dans un petit bocal sans filtre, l'ammoniac produite par les déchets du poisson s'accumule rapidement. L'eau se pollue, les niveaux d'oxygène chutent. Le poisson vit dans une eau toxique, stagnante, qui brûle lentement ses branchies et endommage ses organes. Sa durée de vie moyenne dans un bocal traditionnel est souvent inférieure à 1 an. Mais dans un aquarium correctement entretenu, ce même animal pourrait vivre des décennies. La perception populaire du poisson rouge comme animal jetable ou sans importance est en grande partie une conséquence directe des mauvaises conditions dans lesquelles il est maintenu. On attribue sa mort rapide à sa nature fragile, alors qu'elle est causée par son environnement inadapté. Approfondissons. 8e erreur, promener son chien toujours sur le même trajet. Cela peut sembler anodin.
Après tout, le chien sort, il marche, il fait de l'exercice. N'est-ce pas suffisant? En réalité, non. Le chien est un animal dont le cerveau est stimulé massivement par l'odorat. Il explore le monde principalement par le nez. Chaque promenade est pour lui une session d'exploration sensorielle intense. Les odeurs laissées par d'autres animaux, les traces d'herbes fraîches, les effluves portés par le vent, tout cela constitue un environnement d'information riche et complexe que le chien traite activement. Les spécialistes du comportement animal parlent de promenade olfactive comme d'un besoin fondamental, au même titre que l'exercice physique. Quand un chien fait toujours le même trajet, il se retrouve dans un environnement dont il connaît déjà toutes les odeurs. La stimulation cognitive chute. Cela peut conduire à l'ennui, à l'anxiété, voire à des comportements destructeurs à la maison. Certains chiens développent des stéréotypies, comportements répétitifs sans but apparent, qui sont des signes reconnus de détresse mentale. Un simple changement de parcours plusieurs fois par semaine, ou même laisser le chien renifler librement pendant une partie de la promenade sans le presser, peut faire une différence significative sur son bien-être psychologique. Ce n'est pas une luxe, c'est un besoin. Maintenant, faites attention. 9e erreur, punir un animal après le fait. Combien de fois une personne rentre chez elle, découvre que son chien a mâché un coussin ou fait ses besoins sur le tapis, et le gronde en lui montrant les dégâts. Cette scène se répète dans des millions de foyers chaque jour, et elle est totalement inefficace. Pire, elle est nuisible. Le chien ne peut pas faire le lien entre une punition administrée plusieurs minutes après un acte et l'acte lui-même. Son cerveau ne fonctionne pas ainsi. Pour que l'association punition-comportement soit établie, l'intervention doit avoir lieu dans un délai de quelques secondes après l'acte, pas quelques minutes, encore moins quelques heures. Ce que le chien comprend quand son propriétaire rentre et commence à crier en montrant les dégâts, c'est que le retour de son maître est une source de tension et de peur. Il ne comprend pas pourquoi. Il voit simplement quelqu'un en colère, menaçant, imprévisible. Cela crée de l'anxiété, érode la confiance et peut paradoxalement aggraver les comportements problématiques. Le fameux air coupable du chien, tête basse, oreille en arrière, regard fuyant, n'est pas de la culpabilité, c'est de la peur. Le chien réagit au langage corporel de son propriétaire en tentant d'apaiser la tension. C'est un signal social, pas une reconnaissance de faute. Puis, un autre détail apparaît. 10e erreur, ignorer les signaux de stress chez son chat. Les chats sont des maîtres du camouflage émotionnel. Contrairement aux chiens qui expriment leurs émotions de manière souvent visible et exubérante, les chats ont tendance à dissimuler leur inconfort. C'est un héritage évolutif. Dans la nature, montrer sa faiblesse expose à la prédation. Un chat stressé ou malade va souvent continuer à se comporter de manière relativement normale en apparence, jusqu'à ce que le problème devienne grave. Cela signifie que les propriétaires doivent apprendre à lire des signaux très subtils que beaucoup ignorent complètement. Parmi ces signaux, une modification des habitudes alimentaires, une tendance à se cacher plus que d'habitude, un changement dans le rythme des toilettes, des oreilles légèrement aplaties, des pupilles dilatées en permanence ou une posture plus fermée. Un chat qui urine en dehors de sa litière exprime souvent une détresse, soit médicale, soit émotionnelle liée au stress. Un chat qui arrête de jouer est souvent un chat qui souffre. Ces signaux sont là, ils sont réels, mais ils demandent une attention particulière et une connaissance du comportement félin que la plupart des propriétaires n'ont tout simplement pas reçu. Et voici ce qui soulève des questions. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 11e erreur. Laisser son chien dans une voiture, même par temps doux. Beaucoup de propriétaires savent qu'on ne laisse pas un chien dans une voiture en plein été. Mais ce que la plupart ignorent, c'est à quelle vitesse la température à l'intérieur d'un véhicule peut monter, même par temps relativement frais. Par une journée à 22 degrés avec du soleil, la température à l'intérieur d'une voiture peut atteindre 47 degrés en moins de 60 minutes. Par temps nuageux, la montée est plus lente, mais elle reste significative. L'ombre n'est pas une solution. Un véhicule à l'ombre peut tout de même atteindre des températures dangereuses rapidement. Les chiens régulent leur température principalement par le halètement. Ce mécanisme est bien moins efficace que la transpiration humaine, surtout dans un environnement confiné où l'air se réchauffe rapidement. Un chien enfermé dans une voiture peut développer un coup de chaleur en moins de 10 minutes dans certaines conditions.
Le coup de chaleur chez le chien est une urgence médicale absolue. Dommages cérébraux, défaillance organique, mort. Ce qui est tragique, c'est que ces décès surviennent souvent lors de courses rapides, d'arrêts de quelques minutes que le propriétaire pense inoffensifs. Je reviens tout de suite. Ces mots précèdent des drames qui auraient pu être évités. Mais attendez, 12e erreur, offrir des os cuits à son chien. C'est une autre tradition profondément enracinée. Après un repas, on donne l'os au chien. Il semble ravi, il mâche avec enthousiasme, cela paraît naturel. Mais là encore, la réalité est plus complexe. Les os cuits, en particulier les os de volaille, mais pas seulement, sont fragiles. La cuisson modifie leur structure moléculaire, les rendant cassants et susceptibles de se fragmenter en éclats pointus. Ces éclats peuvent percer l'œsophage, l'estomac ou les intestins du chien, provoquant des perforations internes extrêmement dangereuses, des hémorragies, des péritonites. Ces accidents vétérinaires sont fréquents, souvent très coûteux à traiter et parfois fatals. Les os crus, en revanche, sont généralement plus sûrs, car elles ont une texture plus souple et se brisent différemment. Mais même les os crus comportent des risques, notamment de contamination bactérienne. La règle d'or, selon la plupart des vétérinaires, est simple. Si vous souhaitez donner des os à votre chien, consultez d'abord votre vétérinaire, choisissez des os adaptés à la taille de l'animal et ne le laissez jamais seul avec un os. Ce n'est pas une activité sans surveillance. C'est une activité qui demande attention et précaution. Et voici un autre exemple. 13e erreur, ne pas socialiser un chiot dans ses premières semaines. La fenêtre de socialisation d'un chiot est une période critique du développement qui s'étend approximativement de la 3e à la 12e semaine de vie. Durant cette période, le cerveau du chiot est particulièrement réceptif aux nouvelles expériences. Les stimuli auxquels il est exposé pendant cette fenêtre vont façonner durablement sa personnalité, sa tolérance au stress et ses réactions face aux autres animaux, aux enfants, au bruit, aux situations inconnues. Un chiot qui n'est pas correctement socialisé pendant cette période, qui n'est pas exposé à une variété de personnes, d'animaux, de sons et d'environnements, risque de développer des peurs, des phobies ou des comportements agressifs à l'âge adulte. Ce qui est souvent mal compris, c'est que la socialisation ne signifie pas simplement être en présence d'autres chiens. Cela inclut les contacts avec des personnes d'âge différents, des enfants, des hommes barbus, des personnes portant des chapeaux ou des uniformes, des stimuli sonores comme les aspirateurs, les orages, les klaxons, et même des expériences comme les déplacements en voiture ou les visites chez le vétérinaire. Chaque exposition positive pendant cette période construit une bibliothèque mentale de ce qui est normal et sans danger. Chaque absence d'exposition laisse un vide, et ce vide peut se combler de peur. Examinons le point suivant. 14e erreur, permettre à son chat de sortir librement en ville. La question des chats d'extérieur est sensible. Beaucoup de propriétaires pensent qu'un chat enfermé toute la journée souffre, qu'il a besoin de liberté, de grand air, d'espace. Et il y a une part de vérité dans cette intuition. La stimulation et l'enrichissement de l'environnement sont effectivement importants pour le bien-être des chats. Mais les risques liés à une sortie en liberté en milieu urbain ou périurbain sont considérables. Les voitures représentent le premier danger. Les chats errants ou mal socialisés en représentent un autre. Combat, transmission de maladies comme le FIV ou la leucose féline. Les prédateurs, les poisons, les pièges posés par des personnes malveillantes. Tout cela est réel. Des études ont montré que les chats vivant exclusivement en intérieur ont une espérance de vie significativement plus longue que les chats qui sortent librement. L'écart est substantiel, 2 à 3 ans en moyenne selon certaines études, parfois davantage. La solution n'est pas nécessairement de confiner le chat dans un appartement vide et peu stimulant. Des enrichissements comme les jouets interactifs, les perchoirs, les fenêtres donnant sur l'extérieur, les tunnels ou les jardins sécurisés peuvent combler une grande partie du besoin de stimulation. Mais la liberté totale en milieu urbain est statistiquement un risque que beaucoup de propriétaires sous-estiment gravement. Avançons. 15e erreur, utiliser des colliers anti-puces bon marché sans vérification préalable. Le marché des antiparasitaires pour animaux est vaste et malheureusement inégal en termes de qualité et de sécurité. Certains colliers anti-puces vendus en grande surface ou sur des plateformes de commerce en ligne contiennent des substances chimiques qui peuvent provoquer des réactions cutanées sévères, des convulsions, voire des décès chez certains animaux. Des études indépendantes ont mis en lumière la présence de certaines pyrétrinoïdes dans des colliers vendus légalement, dont les concentrations peuvent être problématiques pour les chats en particulier.
Les pyrétrinoïdes sont extrêmement toxiques pour les chats. Leur système nerveux y est particulièrement sensible. Ce qui complique encore la situation, c'est la question des enfants. Des études ont mis en évidence que les résidus chimiques présents sur les colliers antiparasitaires peuvent se transférer sur les mains des enfants qui caressent les animaux, et que ces résidus peuvent rester actifs pendant des semaines. Cela soulève des questions légitimes sur l'exposition des jeunes enfants à ces substances. Le message n'est pas d'éliminer tout antiparasitaire. Ces produits sont nécessaires pour protéger les animaux des infestations qui sont elles-mêmes dangereuses. Mais le choix du produit devrait toujours être guidé par l'avis d'un vétérinaire, pas uniquement par le prix ou la commodité. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 16e erreur, supposer qu'un lapin domestique n'a pas besoin de soins vétérinaires. Le lapin est souvent perçu comme un animal de compagnie facile et peu coûteux à entretenir. Cette perception est fausse à plusieurs niveaux. Les lapins sont des animaux physiologiquement complexes, avec des besoins médicaux spécifiques et une capacité remarquable à dissimuler leurs maladies. À l'instar des chats, cette tendance est un héritage évolutif de proies cherchant à ne pas paraître vulnérables. Un lapin malade peut sembler normal jusqu'à un stade très avancé de sa maladie. Quand les symptômes deviennent visibles, l'état de l'animal peut déjà être critique. Les lapins ont besoin d'une alimentation très spécifique, principalement du foin à volonté, qui représente 60 à 70% de leur régime. Une alimentation trop riche en granulés ou en légumes peut provoquer des problèmes digestifs graves, notamment la stase gastro-intestinale, qui peut être fatale en quelques heures. Leurs dents poussent en continu tout au long de leur vie et peuvent développer des malpositions douloureuses nécessitant une intervention vétérinaire. Ils peuvent être stérilisés, une opération recommandée pour prévenir certains cancers, particulièrement fréquents chez les femelles non stérilisées. Le lapin est un animal qui demande un niveau de soins et d'attention que sa réputation d'animal simple ne laisse pas supposer. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 17e erreur, laisser son chien ou son chat manger du chocolat. Celui-là, beaucoup de propriétaires le connaissent, mais ils ne réalisent pas à quel point les quantités concernées peuvent être petites. Le chocolat contient de la théobromine et de la caféine, deux substances que les chiens et les chats métabolisent beaucoup plus lentement que les humains. La théobromine s'accumule dans leur organisme et peut provoquer des troubles cardiaques, des convulsions et la mort. La concentration de théobromine varie selon le type de chocolat. Le chocolat noir et le cacao en poudre en contiennent beaucoup plus que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Pour un petit chien de 5 kg, une quantité relativement modeste de chocolat noir, une cinquantaine de grammes, peut constituer une dose potentiellement létale. Les symptômes d'intoxication incluent des vomissements, de la diarrhée, une agitation intense, des tremblements musculaires, une tachycardie et des convulsions. Ils apparaissent généralement entre 6 et 12 heures après l'ingestion. Ce qui est trompeur, c'est que le chien ou le chat peut sembler normal pendant les premières heures, ce qui incite parfois le propriétaire à ne pas s'alarmer. Mais une fois les symptômes établis, l'état peut se dégrader rapidement. La vigilance, en particulier lors des fêtes où le chocolat est omniprésent, est absolument essentielle. Passons à la suite. 18e erreur, ne pas offrir suffisamment de stimulation mentale à son animal. L'exercice physique est important, tout le monde le sait, mais la stimulation mentale est tout aussi essentielle au bien-être des animaux de compagnie. Et c'est un aspect que beaucoup de propriétaires négligent complètement. Un chien qui court dans un jardin tous les jours, mais qui n'a jamais de défi cognitif, peut développer de l'ennui, de l'anxiété, voire des comportements destructeurs. Le cerveau d'un chien, comme celui de l'humain, a besoin d'être sollicité, mis à l'épreuve, stimulé par des problèmes à résoudre. Les jouets à récompense, dans lesquels la nourriture est cachée et que l'animal doit manipuler pour accéder, sont un exemple simple et efficace de stimulation cognitive. Les exercices de nez, qui consistent à faire chercher des objets cachés par leur odeur, sont particulièrement recommandés. La formation continue, même pour un chien adulte, maintient le cerveau actif et renforce le lien avec le propriétaire. Pour les chats, des jouets interactifs, des mangeoires à puzzle, ou même simplement changer régulièrement les cachettes et les perchoirs, peut suffire à maintenir un niveau de stimulation satisfaisant. La monotonie, pour un animal intelligent, est une source réelle de souffrance. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 19e erreur, nourrir son animal avec des portions inadaptées à son âge. Les besoins nutritionnels d'un animal changent considérablement au cours de sa vie.
Un chiot en croissance rapide a besoin de beaucoup plus de protéines et de calories qu'un chien adulte sédentaire. Un chat senior a des besoins très différents d'un chaton. Pourtant, beaucoup de propriétaires continuent à nourrir leur animal avec les mêmes aliments et les mêmes quantités pendant des années, sans adapter le régime à l'évolution des besoins. Cela peut mener à des carences chez les jeunes animaux et à l'obésité chez les adultes ou les seniors. L'obésité animale est une épidémie silencieuse. Des études estiment qu'entre 50 et 60% des chiens et des chats dans les pays développés sont en surpoids ou obèses. Or, l'obésité chez l'animal, comme chez l'humain, est un facteur de risque pour des dizaines de maladies. Diabète, problèmes articulaires, maladies cardiovasculaires, cancer. Un animal obèse vit en moyenne moins longtemps qu'un animal de poids normal, et sa qualité de vie est souvent compromise par les douleurs et les limitations physiques liées au surpoids. La cause principale de cette épidémie est simple: des portions trop grandes, des friandises trop fréquentes et une activité physique insuffisante. Il y a une suite. 20e erreur, ignorer les besoins sociaux des animaux grégaires. Certains animaux de compagnie sont naturellement solitaires, mais beaucoup ne le sont pas, et c'est quelque chose que les propriétaires ne comprennent pas toujours. Les cobayes, par exemple, sont des animaux extrêmement sociaux qui souffrent profondément de l'isolement. En Suisse, il est même illégal de détenir un cochon d'Inde seul. La loi reconnaît que l'isolement constitue une forme de maltraitance pour cet animal. Les perroquets, en particulier les espèces les plus intelligentes comme les gris du Gabon ou les aras, sont des animaux grégaires qui vivent en volée dans la nature et qui peuvent développer de graves troubles psychologiques lorsqu'ils sont isolés pendant de longues heures. Les comportements pathologiques liés à l'isolement chez les oiseaux incluent l'arrachage des plumes, les cris répétitifs, les stéréotypies motrices et parfois même l'automutilation. Ces comportements sont bien documentés dans la littérature vétérinaire. Un perroquet seul pendant 8 ou 10 heures par jour pendant des années n'est pas un animal épanoui. C'est un animal en souffrance chronique. Avant d'adopter un animal, comprendre ses besoins sociaux est fondamental. Et si ces besoins ne peuvent pas être satisfaits par le propriétaire seul, envisager l'adoption d'un compagnon de la même espèce peut faire une différence immense. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 21e erreur, ne pas filtrer l'eau du robinet pour les animaux sensibles. L'eau du robinet dans de nombreuses villes contient du chlore, du chloramine et parfois des traces de métaux lourds ou de médicaments. Pour la plupart des humains adultes en bonne santé, ces concentrations sont sans conséquences significatives. Mais pour certains animaux, notamment les poissons d'eau douce, les lapins et dans une moindre mesure les chats, ces substances peuvent avoir des effets mesurables. Le chlore dans l'eau du robinet est particulièrement néfaste pour les poissons. Il détruit les bactéries bénéfiques du filtre biologique d'un aquarium et peut brûler les branchies des poissons en concentration suffisante. Pour les lapins, une exposition prolongée à l'eau chloraminée a été associée dans certaines études à des déséquilibres de la flore intestinale, particulièrement problématiques chez ces animaux dont la santé digestive est critique. Filtrer l'eau ou utiliser de l'eau de source n'est pas un luxe excessif. C'est une précaution simple et peu coûteuse qui peut prévenir des problèmes de santé récurrents. Peu de propriétaires y pensent spontanément et peu de vétérinaires mentionnent systématiquement ce point lors des consultations. C'est l'une de ces erreurs invisibles qui s'accumulent silencieusement. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 22e erreur, traiter tous les chats comme s'ils étaient identiques. Les chats sont souvent perçus comme des animaux indépendants, peu exigeants émotionnellement, capables de se débrouiller seuls. Cette vision générale ignore une réalité importante. Les chats sont des individus avec des personnalités, des besoins affectifs et des sensibilités extrêmement variées. Certains chats sont très sociaux, ont besoin d'interactions régulières, souffrent de la solitude et peuvent développer de l'anxiété de séparation tout comme un chien. D'autres sont effectivement plus indépendants et préfèrent une relation moins intrusive. Appliquer une approche uniforme à tous les chats, en supposant qu'ils sont tous indifférents à l'attention, ou au contraire, en cherchant constamment à interagir avec un chat qui préfère l'espace, est une source de stress pour l'animal. Les études sur le bien-être félin montrent que la qualité de la relation humain-chat dépend en grande partie de la capacité du propriétaire à lire les signaux de son animal et à adapter son comportement en conséquence. Un chat qui tourne la tête, dont la queue bat lentement, dont les oreilles pivotent légèrement vers l'arrière. Ce chat vous demande de l'espace. Ne pas respecter ces signaux crée une relation de tension, non d'affection. Et puis, un retournement inattendu.
23e erreur, exposer son chien aux feux d'artifice sans préparation. Le bruit des feux d'artifice est l'une des plus grandes sources de phobie chez les chiens. L'ouïe d'un chien est environ 4 fois plus sensible que celle d'un humain. Ce qui est pour nous un spectacle festif est pour beaucoup de chiens une expérience terrifiante. Des détonations soudaines, imprévisibles, assourdissantes, sans explication ni issue. Des études ont montré que les fugues et les accidents de la route impliquant des chiens augmentent significativement lors des périodes de feux d'artifice, notamment les fêtes nationales et les réveillons. La réponse de beaucoup de propriétaires face à un chien paniqué est souvent maladroite. Certains le punissent de peur qu'il ne griffe ou morde dans sa panique. D'autres le consolent excessivement, ce qui peut dans certains cas renforcer la réponse de peur. D'autres encore ignorent le problème, espérant que le chien s'habituera. La bonne approche consiste à préparer l'animal en amont. Désensibilisation progressive au son fort, création d'un espace sécurisant où l'animal peut se réfugier. Et si nécessaire, consultation d'un vétérinaire pour des solutions pharmacologiques ou comportementales adaptées. L'anticipation est ici la clé. Ce moment change tout. 24e erreur, utiliser une laisse rétractable dans des environnements dangereux. Les laisses rétractables sont populaires car elles offrent aux chiens une plus grande liberté de mouvement tout en maintenant un contrôle apparent. Mais elles comportent des risques importants que beaucoup de propriétaires ignorent. Le mécanisme de blocage de ces laisses n'est pas instantané. Il y a un délai entre le moment où le propriétaire actionne le frein et le moment où la laisse se bloque réellement. Dans une situation d'urgence, voiture qui arrive, chien agressif à proximité, enfant qui court vers l'animal, ce délai peut être critique. En outre, le fil fin des laisses rétractables peut causer des blessures graves. Des cas de coupure profonde, voire d'amputation partielle de doigts, ont été rapportés chez des propriétaires dont le fil s'est enroulé autour d'un membre lors d'une tension soudaine. Chez les chiens eux-mêmes, des blessures au cou et à la trachée ont été documentées lors d'arrêts brusques sur de longues distances. Ces laisses peuvent avoir une utilité dans des espaces ouverts et sécurisés, mais en milieu urbain, aux abords des routes ou dans des espaces fréquentés par d'autres animaux ou des enfants, elles représentent un risque disproportionné par rapport à leur avantage. Voici ce qui est généralement passé sous silence. 25e erreur, ne pas stériliser son animal en pensant que c'est contre nature. L'argument est souvent entendu. La stérilisation est contre nature. Il faut laisser l'animal vivre comme il est fait pour vivre. Cette vision, bien qu'intuitivement sympathique, ignore plusieurs réalités importantes. Premièrement, la vie d'un animal domestique est déjà profondément différente de celle de ses ancêtres sauvages. Il mange une nourriture préparée, vit dans un espace confiné, interagit avec des humains. Rien de tout cela n'est naturel au sens strict. Deuxièmement, la non-stérilisation a des conséquences médicales et comportementales concrètes. Chez les femelles non stérilisées, le risque de tumeur mammaire, de pyomètre, une infection utérine grave pouvant être fatale, et d'autres pathologies hormonodépendantes est significativement plus élevé. Chez les mâles non castrés, les comportements liés aux hormones, marquage territorial, fugue, agressivité, peuvent créer des situations dangereuses pour l'animal et pour son entourage. La castration réduit ces risques comportementaux et élimine le risque de cancer testiculaire. Sur le plan éthique, dans un contexte de surpopulation animale massive et d'euthanasie de milliers d'animaux abandonnés chaque année, la stérilisation des animaux de compagnie est aussi une responsabilité sociale. Il est temps de continuer. 26e erreur, ignorer les changements soudains de comportement. Un animal qui change soudainement de comportement, qui devient léthargique, agressif, distant, qui arrête de manger ou boit beaucoup plus que d'habitude, est souvent un animal qui souffre. Les changements de comportement sont l'un des premiers signes que quelque chose ne va pas, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Et pourtant, beaucoup de propriétaires mettent ces changements sur le compte du caractère, de la fatigue ou de mauvaise humeur passagère. Un chat qui boit soudainement beaucoup plus d'eau peut développer un diabète ou une insuffisance rénale. Un chien qui refuse soudainement de monter les escaliers peut souffrir de douleurs articulaires ou d'un problème neurologique. Un perroquet qui cesse de vocaliser peut être profondément stressé ou malade. Le corps d'un animal communique en permanence. La difficulté est que ce langage est subtil, que les animaux ne peuvent pas verbaliser leur inconfort et que les humains n'ont pas toujours développé la sensibilité nécessaire pour décoder ces signaux. Une visite vétérinaire rapide face à un changement de comportement inexpliqué peut faire la différence entre un diagnostic précoce et une situation d'urgence.
Ici se cache un point important. 27e erreur, croire que les animaux exotiques sont de bons animaux de compagnie pour les débutants. Les hérissons, les axolotls, les grenouilles, les tortues, les serpents. Le marché des animaux exotiques a explosé ces dernières décennies. Les réseaux sociaux ont joué un rôle significatif dans cette tendance, en mettant en scène des animaux sauvages dans des contextes domestiques qui semblent adorables et faciles. Mais derrière ces images soigneusement sélectionnées se cache souvent une réalité beaucoup plus complexe. La plupart des animaux exotiques ont des besoins très spécifiques en termes de température, d'humidité, d'alimentation et de stimulation sociale que les propriétaires non expérimentés ne peuvent pas facilement satisfaire. Les taux de mortalité élevés chez les animaux exotiques récemment acquis sont une réalité documentée dans la littérature vétérinaire. Des études sur les reptiles en captivité montrent que la majorité meurt dans les premières années de détention, souvent en raison de conditions inadaptées. Les axolotls, devenus très populaires sur les réseaux sociaux, sont extrêmement sensibles à la qualité de l'eau et à la température. Une variation de quelques degrés peut être fatale. Avant d'adopter un animal exotique, une recherche approfondie sur ses besoins réels est indispensable. La beauté visuelle d'un animal ne dit rien de sa facilité d'entretien ou de son aptitude à s'épanouir en captivité domestique. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 28e erreur, administrer des médicaments vétérinaires sans respecter les doses prescrites. La tentation est compréhensible. Si votre chien a été traité pour un problème particulier il y a 6 mois et présente des symptômes similaires aujourd'hui, pourquoi ne pas lui donner les médicaments qui restaient dans l'armoire à pharmacie vétérinaire? Cette approche comporte plusieurs risques. Premièrement, les symptômes similaires peuvent avoir des causes très différentes et le traitement inapproprié peut masquer un problème plus sérieux ou retarder un diagnostic correct. Deuxièmement, les doses prescrites sont calculées pour le poids, l'âge et l'état de santé de l'animal à un moment précis. Ces paramètres changent. Troisièmement, certains médicaments vétérinaires ont des fenêtres thérapeutiques étroites. La différence entre une dose efficace et une dose toxique est parfois faible. Administrer une dose légèrement trop élevée d'un antiparasitaire, par exemple, peut provoquer des effets neurotoxiques graves. Certaines races de chiens, comme les colleyes et les bergers australiens, ont une mutation génétique qui les rend extrêmement sensibles à certaines molécules couramment utilisées en médecine vétérinaire. Sans test génétique préalable, l'administration de ces médicaments peut être dangereuse. La médecine vétérinaire, comme la médecine humaine, demande une expertise que les propriétaires, aussi attentionnés soient-ils, ne possèdent pas. Et voici un autre exemple. 29e erreur, ne pas adapter l'environnement aux besoins d'un animal âgé. Un chien ou un chat âgé a des besoins très différents d'un jeune animal. L'arthrite est l'une des maladies les plus courantes chez les animaux seniors, et elle est souvent sous-diagnostiquée parce que ses signes, raideur au lever, réticence à sauter ou monter les escaliers, changement de posture, sont attribués au vieillissement normal plutôt qu'à une douleur traitée. Un animal arthritique qui doit grimper dans un canapé haut ou descendre des escaliers raides souffre à chaque mouvement. Des adaptations simples, rampe d'accès, lit triorthopédique, surface antidérapante, bol surélevé, peuvent considérablement améliorer sa qualité de vie. La nutrition des animaux seniors doit également être adaptée. Leurs reins filtrent le sang moins efficacement, leur foie métabolise les substances plus lentement, leur métabolisme global ralentit. Des formules alimentaires spécifiquement conçues pour les animaux âgés tiennent compte de ces changements. Les visites vétérinaires devraient être plus fréquentes pour les animaux seniors, 2 fois par an plutôt qu'une, car les maladies progressent plus rapidement et les interventions précoces sont plus efficaces. Vieillir est difficile pour les animaux. L'environnement et les soins que nous leur offrons dans cette période peuvent faire une différence immense sur leur confort quotidien. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 30e erreur, croire que les griffes d'un chat doivent être retirées chirurgicalement. La dégriffage chirurgical des chats, pratique qui consiste à amputer chirurgicalement la dernière phalange de chaque doigt, est légale dans certains pays et pratiquée encore couramment dans certaines régions, notamment en Amérique du Nord. Les propriétaires qui optent pour cette intervention le font généralement pour protéger leurs meubles ou pour éviter les griffures. Mais cette pratique est aujourd'hui considérée comme une forme de mutilation par la grande majorité des vétérinaires et organisations de protection animale en Europe et dans le monde. Elle est interdite dans de nombreux pays. Le dégriffage n'est pas une simple coupe d'ongles, c'est une amputation. La dernière phalange de l'animal est retirée. Les conséquences à long terme peuvent inclure des douleurs chroniques, des troubles de la marche,
des problèmes de dos liés à la modification de la posture et des changements comportementaux significatifs. Certains chats dégriffés développent de l'anxiété ou de l'agressivité accrue car ils ont perdu leur premier moyen de défense. La solution au problème de griffes est bien moins invasive. Coupage régulier des griffes, fourniture de griffoirs adaptés et éducation comportementale positive. Mais il existe une autre version. 31e erreur, négliger la santé mentale de son animal après un deuil ou un changement majeur. Les animaux, en particulier les chiens et les chats, sont profondément affectés par les changements dans leur environnement social. La perte d'un compagnon humain ou animal, un déménagement, l'arrivée d'un bébé ou même un changement de routine majeur peuvent provoquer chez eux une détresse émotionnelle réelle. Certains animaux perdent l'appétit, deviennent apathiques, cherchent constamment le compagnon disparu, modifient leurs habitudes de sommeil. Ces comportements sont reconnus par les experts en comportement animal comme des manifestations de deuil ou d'anxiété situationnelle. Ce qui est souvent mal compris, c'est que ces états ne se résolvent pas toujours spontanément avec le temps. Un animal en deuil ou sous stress chronique peut avoir besoin d'un soutien actif, une augmentation des interactions positives, une routine rassurante, des activités enrichissantes, et dans certains cas sévères, une consultation comportementale ou vétérinaire pour évaluer si un soutien pharmacologique temporaire est justifié. Ignorer ces signes de détresse en espérant que « ça passera » peut conduire à une souffrance prolongée et à des problèmes comportementaux qui s'ancrent et deviennent plus difficiles à traiter. Et voici ce qui soulève des questions. 32e erreur. Offrir des os de poulet crus sans supervision. On a déjà parlé des os cuits, mais les os crus méritent aussi leur attention particulière. Il existe dans le monde de la nutrition animale un courant qui promeut les régimes alimentaires crus, incluant des carcasses et des os entiers, comme moyen de se rapprocher de l'alimentation naturelle des carnivores. Cette approche a ses adeptes sincères, et certains vétérinaires y sont favorables dans des conditions très spécifiques. Mais les os crus, en particulier les petits os de volaille, comportent des risques réels qui ne doivent pas être minimisés. Un os de poulet cru peut se fragmenter sous la pression de la mâchoire d'un chien ou d'un chat, créant des éclats pointus susceptibles de blesser l'œsophage, l'estomac ou les intestins. En outre, les os crus peuvent contenir des bactéries pathogènes comme Salmonella ou Campylobacter. Un risque non seulement pour l'animal, mais aussi pour les humains qui partagent l'espace de vie. Des enfants, des personnes âgées ou des personnes immunodéprimées dans le foyer sont particulièrement vulnérables. L'alimentation crue est un sujet qui divise la communauté vétérinaire, et toute décision dans ce sens devrait être prise en consultation avec un professionnel de santé animale. Et puis, un retournement inattendu. 33e erreur, croire que l'amour suffit. C'est peut-être l'erreur la plus profonde et la plus difficile à entendre de toutes celles que nous avons évoquées aujourd'hui. L'amour que les propriétaires portent à leurs animaux est réel, sincère et précieux. Personne ne met cela en doute. Mais l'amour seul ne suffit pas à garantir le bien-être d'un animal. Il peut même, parfois, devenir une source de problèmes, quand il conduit à suralimenter l'animal par affection, à le surprotéger au point de l'empêcher de développer ses propres compétences, à interpréter ses besoins à travers le prisme humain plutôt qu'à travers sa nature propre. Prendre soin d'un animal de compagnie de manière vraiment responsable demande de la connaissance, de l'observation, de la capacité à remettre en question ses habitudes, et parfois l'humilité de reconnaître que ce qu'on a toujours fait n'était pas la meilleure chose pour l'animal. Cela demande aussi de consulter des professionnels, de lire, de se former, et d'accepter que les animaux sont des êtres complexes avec leurs propres besoins, leur propre langage et leur propre façon de souffrir et de s'épanouir. L'amour est le point de départ. Mais c'est la connaissance qui fait la différence entre un animal qui survit et un animal qui vit pleinement. Pour conclure, il est important de noter que plusieurs des points évoqués aujourd'hui font encore l'objet de débats dans la communauté scientifique et vétérinaire. La question de l'alimentation crue, par exemple, divise les professionnels. Certains vétérinaires y voient des bénéfices réels, d'autres considèrent les risques comme trop importants. La stérilisation systématique est présentée par la majorité comme bénéfique, mais des voix minoritaires dans la communauté scientifique questionnent ces effets hormonaux à long terme sur certaines races. Les effets précis des huiles essentielles sur les animaux domestiques sont documentés, mais les seuils de toxicité restent insuffisamment caractérisés pour établir des règles absolues. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la plupart des erreurs présentées ici reposent sur des preuves solides et des observations cliniques répétées.
Nous ne sommes pas à la fin de notre compréhension des animaux de compagnie. Nous en sommes, au mieux, au milieu. Et c'est précisément pour cela que rester curieux, informé et ouvert aux doutes est la meilleure chose que vous puissiez faire pour l'animal qui partage votre vie.